Rétropose ou 2 vous est présenté par... je sais pas moi, les juifs. Presque. Ah bah oui, forcément. Les Zemmour. Car le racisme peut aussi frapper à votre porte. À la base, il y a quoi? Une fille, sa mère et leur chat. Ces trois personnages, qui depuis presque 10 ans, font partie de ma vie. Là, vous vous dites, c'est censé être une vidéo de Bastien 03, mais là on dirait qu'il part dans un délire de film d'auteur. Eh bien, laissez-moi vous dire un truc, ce n'est pas un film d'auteur. Honnêtement, je me vois pas comme un youtubeur. Juste un gars qui fait ce qu'il aime. Bon, on commence ou bien? Parce que ça devient chiant là. C'est quoi la bande dessinée? Et quelle est votre définition du 9e art? Si pour vous c'est juste un divertissement, alors ce n'est rien de plus que du texte et des dessins sur une cinquantaine de pages. Mais non. Julien Nil a réussi à faire de la bande dessinée une œuvre aussi personnelle qu'une autobiographie. Bienvenue dans Rétropose 2. Julien Nil est selon moi l'un des meilleurs auteurs de la nouvelle génération du 9e art. Dans 50 ans, il sera considéré comme l'un des dignes successeurs de Goscinny, Maurice ou encore Hergé. Il a commencé à travailler dans le milieu du graphisme et de la publicité pour devenir à la suite directeur artistique chez un éditeur de cartes postales à Aix-en-Provence. Il y vit toujours et il a décidé de poursuivre son travail graphique en indépendant. Et avant de voir ses planches publiées dans Cho, il a travaillé pour internet et les jeux vidéo. Le succès de ses planches validera la sortie de son premier livre en 2004 chez Glénat, Le Journal Infime, qui lui a valu le prix jeunesse au Festival d'Angoulême en 2005. Les tomes 2, 3 et 4 se suivent tous les ans, tout en rencontrant leur succès. Son apogée est atteint en 2009 avec le 5e tome, Laser Ninja, qui vaudra à Julien Nil de recevoir le prix jeunesse des Fauves, toujours au Festival d'Angoulême. Ainsi, les tomes 6 et 7 sortiront respectivement en 2012 et en 2016, ainsi que le tome 8, qui a conclu la saison 1 en 2018. Ça vient de faire 14 ans de BD à rattraper, donc je vous propose de commencer maintenant. Journal Infime sort le 26 mai 2004. Une jeune fille aux mèches carrées nommée Lou qui vit avec sa mère est amoureuse de son voisin Tristan depuis plusieurs années. Ce premier tome, je l'aime bien. On s'ennuie pas, on n'a pas envie de sauter de page ou de pas lire les textes. Il se différencie de ses suites par le fait qu'il pose les bases de l'univers de Lou. Le visuel, les textes, ainsi que le style d'histoire. Je m'explique. L'histoire repose plusieurs fois, selon moi, sur des petites histoires qui se suivent, qui forment une histoire à fil rouge, étant donné qu'il y a un ordre précis et que les 4 premiers tomes alternent entre une année scolaire et les vacances d'été. A noter que le style graphique se veut plus net et précis à chaque fois qu'on change de tome, comme pour montrer une sorte d'évolution psychologique. Donc, passons à la suite si vous le voulez bien. Mortebouse sort le 8 juin 2005. Comme tous les ans, pendant les vacances d'été, Lou et sa mère partent en vacances chez sa grand-mère à Mortebouse, la terre de ses ancêtres, où la 4G ne passe pas. Elle pensait s'ennuyer en regrettant le déménagement de Tristan, mais elle va faire la connaissance d'un jeune garçon nommé Paul, avec lequel elle va se forger une amitié. C'est une très bonne suite. Les dessins sont très bons, et c'est le lien mère-fille entre fille, mère et grand-mère qui fait le charme de ce tome. Mais le point central selon moi reste l'humour. Il y en a beaucoup. Vraiment beaucoup. Surtout dans les scènes avec Clément... Oh putain. Je reviens. On y retourne. Surtout les scènes avec Clément Fifolin. Et c'est ça qui fait que je trouve ce tome encore meilleur que le premier. Donc maintenant, passons à un tome plus sérieux. Le cimetière des autobus sort le 14 juin 2006. À la rentrée scolaire, l'immeuble d'en face est détruit. Et là où sa mère se porte comme sur un nuage, et bah pour Lou, c'est la descente aux enfers. Mina prend des distances, elle n'arrive pas à oublier Tristan, mais elle va se faire une nouvelle pote assez spéciale du nom de Marie-Émilie. Ce tome a un style plus sérieux que les précédents, avec une histoire plus sombre parlant de ce que tout le monde doit affronter, la crise d'adolescence. Se brouiller avec ses potes, sans faire de nouveau, tirer un trait sur le passé, et c'est ça qui fait le succès de Lou. Ses fans ont grandi avec elle.
Ce modèle d'adolescente, trop vieille pour être une enfant et trop jeune pour être une femme. Ce qui fait qu'on s'est attaché à elle, un peu à la manière de Spider-Man. Remarque que Lou, du côté des BD, ça a pas dégénéré, hein. Mais j'en parle plus tard. Ah oui, la suite. Idylle sort le 31 octobre 2007. Lou et ses potes partent en vacances dans la villa des parents de Marie-Émilie. Et par accident, elle va recroiser Tristan, ce qui va amener les deux adolescents à se rapprocher de nouveau. Et ben, je dois dire que ce tome m'a moins marqué que les autres. Ce n'est pas selon moi son moins bon, ni même son meilleur, mais il m'a simplement moins marqué. Je reconnais bien sûr des qualités, j'adore les dessins, les textes sont très bons, son histoire marche bien, majoritairement en reprenant les bases des vacances d'été. Les sorties à la plage, les amours d'été, les potes, et ça a réussi à faire évoluer Lou, qui a réussi à tirer un trait sur son amour d'enfance. Même si j'aime cet album, il n'arrive pas à me rester 100% en tête. Et la suite. Laser Ninja sort le 25 novembre 2009. L'immeuble de Lou disparaît dans les flammes, et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, elle apprend au même moment que sa mère est enceinte. Et Neil, je te rassure, hein, c'est une très bonne idée, et tu t'es très bien démerdé. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le tome 8, Laser Ninja a été pendant longtemps mon tome préféré de Lou. Mais la question ici c'est, pourquoi il a été pendant longtemps mon tome préféré? Eh bien c'est pour son histoire. L'immeuble victime d'un incendie obligeant Lou à couper définitivement les liens qu'elle tient avec son enfance, et à devoir avancer dans la vie. Ce qu'elle fera en entamant enfin une relation sérieuse avec Tristan. C'est fou quand même ce qu'a réussi à faire ce 5ème tome. Il a réussi à détruire l'une des bases de l'histoire de la BD, et il a fait disparaître l'un des personnages les plus populaires de l'histoire. L'aspect plus sérieux d'histoire se ressent également dans le dessin, avec une colorimétrie plus sombre, et plusieurs changements au niveau des personnages. Le plus notable reste Lou qui a des vrais yeux au lieu de ces espèces de petits points noirs là. Puis faut voir que dans ce tome là... Et pour le tome suivant... je sens que je vais me prendre des cailloux dans la gueule. L'âge de cristal sort le 28 novembre 2012. Plusieurs années après le tome 5, des grands cristaux sont apparus mystérieusement au milieu de la ville. De son côté, Lou est à la fac et partage son temps entre une collecte de données pour le gouvernement, la garde de son petit frère et les sorties en boîte. Un soir, elle touche un des cristaux. Elle se dit que ça ne ressemble à rien, mais c'est pas dérangeant. Est-ce que c'est ça devenir adulte? Et là, si vous avez pas lu les BD, je vous ai perdu. Je sais que ce tome a pas mal divisé les fans. Le style, l'histoire, tout ça. Et pour ce tome, je vais me faire tracher la gueule par les fangirls parce que même si c'est celui que j'aime le moins, bah je l'aime bien. Bien sûr, pas de mauvaise foi, la BD a des défauts. D'abord, l'histoire est selon moi trop centrée sur Lou. Quand même, il est où Paul? Et Richard s'en est où? Voilà quoi. Mais après, comme je l'ai dit, il n'y a pas que des défauts. Les dessins sont jolis, les textes sont compréhensibles. Ce qu'on peut reprocher à la BD, c'est oui d'avoir des défauts, mais pas d'être nul. Les personnages et l'univers ne sont pas défigurés. Plus vrai, Julien, niveau changement de style, t'en es pas arrivé à là. La cabane sort le 12 octobre 2016. Lou, sa mère, son frère et ses potes partent en vacances à Mortebouse, la terre de ses ancêtres. Et elle et ses copines vont décider de construire une cabane gigantesque dans un arbre tout aussi grand, ce qui amènera pratiquement tous les personnages de l'histoire à se rassembler. Cette BD, je l'ai adorée. Ça te respire de la bonne humeur dans la bouille, c'est cool, ça évolue, ça réunit quasiment tout l'univers de Lou. Il y a ses potes, son frère, sa mère, sa grand-mère, Paul, Tristan et ses potes, les parents de Marie-Émilie, et encore plein d'autres, en plus d'évoquer l'amour qu'on peut porter à quelqu'un, tout en offrant des dessins magnifiques. Ça peut paraître cucu, mais pas du tout. Il y a la scène de la fête où ils parlent tous de ça. Ça te dit clairement que l'amour, c'est pas quelque chose de magique, mais quelque chose de chimique, qu'on ressent avec la personne qu'on aime. Lou qui discute avec Tristan, Marie-Émilie qui se met à aimer, la grand-mère de Lou qui s'est mise à aimer son voisin. Cette BD est juste super belle. Julien Neil, c'est le genre de gars qui, avec 3 coups de crayon, arrive à rendre des personnages adorables et attachants. C'est comme ce qu'a su faire Zep avec Titeuf, mais là avec une fille, des petites histoires de sa vie de tous les jours, et qui fait grandir et évoluer ses personnages. Et c'est ça qui fait que les BD marchent toujours aujourd'hui. C'est qu'il y en a pour tous les goûts. Astérix joue sur les stéréotypes, Isnogoud joue sur le calembour, Titeuf joue sur le côté irrévérencieux, Lucky Luke joue sur la caricature, et Lou, bah ça joue sur la tranche de vie. Ce 7ème tome est beau, fort et surprenant à la fois. Ce rassemblement de personnages signe la fin de la saison, et un 8ème tome, le dernier, voit le jour. En route vers de nouvelles aventures sort le 21 novembre 2018. Lou a bien grandi depuis sa toute première aventure. Et comme elle approche de la vingtaine, elle décidera de faire un road trip en solitaire. Car pour se découvrir soi-même, pourquoi ne pas le faire seul? Ce tome a vraiment changé par rapport au précédent. La couleur, le style, le texte, le genre, cette BD m'a vraiment chamboulé.
On ressent tout simplement l'aboutissement du parcours vers l'âge adulte que Lou a parcouru depuis ses premières aventures en 2004. Et les adultes qui ont grandi avec elle auront sans doute adoré ce tome. Et c'est ça qui fait qu'au fond, les BD marchent toujours aujourd'hui, c'est qu'elles font rêver les enfants et font retomber en enfance les adultes. A noter d'ailleurs une autre base peu remarquée, c'est que la couverture de chaque tome reflète son style. Un mélange de couleurs pour exprimer le style coloré du tome 1, du vert en couleur principale pour l'univers dans lequel se passe ce tome 2, une teinte grise pour le style sombre du tome 3, des couleurs claires pour les lieux où se passe ce tome 4, une colorimétrie plus sombre pour le style sérieux du tome 5, Lou en apesanteur accompagné d'une teinte violette et rose pour montrer le style SF du tome 6, un mélange de jaune et de orange pour le visuel du tome 7, et enfin du vert en couleur principale pour les lieux naturels où se passe une majeure partie de l'histoire du tome 8. Et voilà, on a fait la saison 1. C'est une série de BD qui me tient énormément à cœur, étant donné que je l'ai redécouvert durant mon adolescence, ce qui m'a presque mis à la place de Lou. Les tomes forment en quelque sorte, selon moi, deux arcs narratifs. Les tomes 1 à 4 montrent une préadolescente qui doit apprendre à laisser son enfance derrière elle, et les tomes 5 à 8 montrent une adolescente qui doit apprendre à devenir une adulte. Et au fil des années, les lecteurs se sont attachés à elle parce qu'elle a vécu tout ce que peut vivre un adolescent lambda. Elle a perdu de vue l'amour de son enfance, elle s'est réconciliée avec une personne de sa famille, elle s'est brouillée avec sa meilleure amie, elle s'en est fait d'autres, elle a retrouvé son amour d'enfance, son immeuble a brûlé, sa mère s'est fait larguer, elle a eu un petit frère. Et c'est ça la force de Lou, c'est que les lecteurs se sont comparés à elle. Et elle est tellement unique. Combien de BD sont aussi créatives et originales? Combien font grandir leurs personnages? Combien ont une femme en personnage principal? Et pour finir, numéro 8, L'Âge de Cristal, pour ses défauts narratifs, mais ses qualités graphiques. Numéro 7, Idylle, pour ses dessins, même si j'ai du mal à le garder en tête. Numéro 6, Journal infime, pour sa présentation de l'univers de Lou. Numéro 5, Morte Bouse, pour son humour. Numéro 4, Le cimetière des autobus, pour son ton sérieux. Numéro 3, La cabane, pour son style graphique. Numéro 2, Laser Ninja, pour sa maturité. Numéro 1, En route vers de nouvelles aventures, pour son aboutissement. Bien sûr que j'attends la saison 2 à bras ouverts. Nos aventures sont loin d'être terminées. Et s'il y a bien une chose dont je suis sûr, c'est qu'un youtubeur, une blonde, sa mère et leur chat, ça c'est une team de pro. Love is intense, car quand je te vois, mon cœur bat. Love is intense, je serai là toujours pour toi. Love is intense, car quand je te vois, mon cœur bat. Love is intense, je serai là toujours pour toi. Love is intense, car quand je te vois, mon cœur bat. Love is intense, quand je te vois, mon cœur bat. Love is intense, je serai là toujours pour toi. Love is intense, quand je te vois, mon cœur bat. Love is intense, je serai là toujours pour toi. Love is intense, quand je te vois, mon cœur bat. Love is intense, je serai là toujours pour toi. Love is intense, quand je te vois, mon cœur bat. Love is intense, je serai là toujours pour toi.